Les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Qui fait officiellement sa rentrée, officiellement sa rentrée politique, c'était hier chez Quotidien, mais il fait sa rentrée politique chez BFM TV. Face à Apolline de Malherbe. Ok, on va écouter ce monsieur, on augmente le son, on s'installe bien comme il faut et on est parti. Sur RMC et BFM TV. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Apolline de Malherbe. Vous êtes le ministre, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Il y a beaucoup de choses à voir avec vous sur tout ce que vous avez annoncé. Merci Charon Piraterie. Rentrée scolaire, sur les changements que ça va entraîner pour les élèves, pour les professeurs. On va d'ailleurs faire le bilan de cette rentrée d'hier. Mais est-ce que vous avez réalisé au fond, et j'y réfléchissais en préparant cette interview, que vous avez comme flingué en vol le et en même temps? C'est-à-dire que jusqu'alors, et vous n'êtes pas le premier ministre de l'Éducation que j'ai en face de moi et que je dois interviewer, j'ai interviewé vos deux prédécesseurs, c'est-à-dire Jean-Michel Blanquer et Pape Ndiaye. Et sur des questions comme l'abaya, honnêtement, ça a louvoyé. On a compris que Jean-Michel Blanquer n'était pas pour, mais il ne l'a jamais complètement 100% assumé. Pape Ndiaye, quand je l'interrogeais, avait l'air presque d'ironiser, de ne pas comprendre pourquoi on lui posait la question. En tout cas, estimait que ça n'était pas son rôle. On avait des sacrés clowns quand même, hein. Blanquer pendant le Covid et Monsieur Pape Ndiaye. On avait de sacrés clowns dans l'éducation quand même. Hein. Deux tranchées, vous êtes arrivé. Je suis choqué. Et en même temps, vous avez dit non, ça suffit. Moi, je crois que la laïcité, elle doit s'appliquer de manière pleine et entière. Et la laïcité, je pense, rassemble beaucoup de Français. L'école, elle est gratuite, elle est pour tout le monde et elle est laïque. Et moi, je veux pas d'une école où on pourrait identifier la religion des élèves en les regardant. Je veux pas d'une école où il y aurait une forme de pression sur certains ou certaines, en l'occurrence, pour s'habiller d'une certaine façon, parce qu'on verrait tout d'un coup un vêtement qui manifeste une appartenance religieuse se développer dans cette école. Donc oui, j'assume d'avoir pris cette décision et de faire appliquer cette règle, mais encore une fois, qui n'est que l'application, à mon sens, et au sens de beaucoup que je vois sur les plateaux, beaucoup d'experts, beaucoup de juristes, de la loi de 2004. Qui proscrit dans l'enceinte des établissements scolaires des signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Et de fait, les Français vous donnent plutôt raison. Les mêmes phrases que chez Quotidien hier, les mecs. Dans tous les sondages qui ont été faits depuis votre annonce, c'est un succès d'opinion. Hein. Les Français sont d'accord avec vous. Plus de 70%. Les gars, vous vous souvenez de ça ou pas? Attendez, je vais vous montrer un truc. Est-ce que vous vous souvenez de ça au collège? À l'ancienne. On portait ça à l'ancienne, non? Imaginez si c'était resté à la mode. C'est sûr que l'État, ils allaient faire quelque chose pour l'interdire. Même moi, je portais ça à l'ancienne. C'est sûr, vous en souvenez, les gars. À l'ancienne. C'est sûr, l'État... Ah, pas en 2000, désolé chef. Ah, mon gars, moi, je suis vieux, hein. Excusez-moi, j'ai 30 ans. Mais ça, à l'ancienne, ça se portait au lycée, hein. Le kéfier. Le fameux kéfier, ça date. C'est sûr, l'État, ils allaient interdire ça, c'est sûr. Des Français se disent favorables à cette interdiction de l'abaya, y compris parmi les électeurs de la France Insoumise, y compris parmi les professeurs. Mais arrivé à vous, après Pape Ndiaye, après Jean-Michel Blanquer, moi j'ai quand même une question, c'est il pense quoi le président? Il a eu l'occasion de le dire, il l'a dit la semaine dernière, il l'a redit hier soir, et surtout, il a fait un discours très important sur la question de la laïcité au Murau, vous vous en souvenez, il y a quelques années. Oui, mais ensuite, il a nommé Pape Ndiaye avant de vous nommer vous. Enfin, j'aimerais savoir quel est le fil rouge. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je crois que tous mes prédécesseurs étaient attachés, évidemment, au respect de la laïcité. Ensuite, il y a un sujet qui est compliqué sur la question de l'abaya, qui est un phénomène, on va dire, plutôt récent, qui a quelques années, qui s'est développé assez rapidement dans nos établissements scolaires, 120% d'augmentation sur un an. 120%. Eh mais l'abaya c'est répandu comme le Covid, les gars. 120% en un an. Mais ouais, c'est le Covid-19, c'est pas possible. La mode, elle a explosé, mon gars. C'est quoi cette tendance? Et voilà, moi j'ai été nommé à ce poste. Je suis pas là pour donner des leçons à mes prédécesseurs. J'ai été nommé à ce poste et j'ai considéré qu'avant cette première rentrée dans mes nouvelles fonctions de ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, je devais, à l'école de la République, mais aussi aux chefs d'établissement, aux principaux adjoints, proviseurs adjoints, CPE, une clarté sur la règle pour qu'ils puissent... Et vous allez nous donner dans un instant d'ailleurs le bilan de la journée d'hier, précisément sur ce point. Mais finalement, si je relis effectivement depuis le début d'Emmanuel Macron à l'Élysée, je me dis au fond, qu'est-ce qui nous dit que le prochain ministre ne sera pas à nouveau pour l'abaya? C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de changements de doctrine. Personne n'a été pour l'abaya.
et mon prédécesseur. Ou en tout cas, estimé que ce n'était pas un sujet. Non, je crois pas que c'est ça. Je pense que ce qui avait été décidé, c'est de renvoyer l'appréciation de la situation et de la règle au niveau local, au chef d'établissement. En tout cas, pour le ministre, c'était pas un sujet. Voilà. Très sincèrement, moi, je jette la pierre à personne. C'est un sujet qui est difficile. Moi, je suis comptable de ce que je décide moi et de ce que je fais appliquer moi. Et donc, j'ai pris cette décision et je l'assume, encore une fois. Et je vous pose une dernière question. Est-ce que le président de la République lui-même en a l'intime conviction ou est-ce que c'est vous qui êtes arrivé et qui lui avez tordu le bras? Non, bien sûr, il en a l'intime conviction. On a échangé à plusieurs reprises sur ce sujet. Et évidemment, vous l'avez vu dans ses déclarations, il est tout à fait en soutien de cette décision. Mais encore une fois, vous l'avez dit, qui rassemble aussi beaucoup de Français, et y compris politiquement. J'ai entendu Fabien Roussel, le chef du Parti communiste. J'ai entendu des responsables socialistes, Jérôme Guedj, le maire de Montpellier, Michael Delafosse, Carole Delga, qui se sont exprimés aussi en faveur de la décision que j'ai prise. Donc, on voit bien que la laïcité, c'est une valeur fondatrice de l'école de la République. Bon, pour Fabien Roussel, lui, il était contre... lui, il était pour l'interdiction de l'abaya, donc ça, on le savait. Mais les socialistes, je pensais pas qu'ils allaient être pour l'interdiction. Bon, c'est pas la majorité des socialistes non plus, quoi. Et comment ça s'est passé? Merci Braca pour le sub. Concrètement, à l'entrée des établissements. Merci, mon gars. Vous savez que la grande priorité que j'avais donnée, elle était au dialogue et à la pédagogie. Moi, je suis pour, évidemment... Non, les gars, faut pas dire que c'est des traîtres. Moi, je dirais pas genre trahison, je dirais pas ça. En fait, moi, comme je l'avais dit hier par rapport à l'interdiction, moi, je suis un peu la Suisse. Je suis pas forcément pour l'interdiction ou contre l'interdiction. Moi, je suis, s'il y a l'interdiction, ok. Mais je veux pas que l'interdiction de l'abaya prenne de l'espace politique médiatique. Je veux que, ok, il y a une interdiction, emballer ses pesées, on passe à autre chose, parce qu'il y a tellement de problèmes divers, éparses. Je me dis, l'abaya, on doit en parler 2 jours, et puis c'est fini. On n'en parle plus, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Là, j'ai l'impression qu'on va en parler jusqu'à la fin de la semaine, et ça me casse les couilles, genre j'espère que Apolline de Malherbe va quand même lui dire, frérot, excuse-moi, tu nous avais promis des professeurs, tu nous avais promis d'accueillir mieux les élèves handicapés. Enfin, il y a quand même de multiples problèmes, je suis désolé, hein. Bon, l'application des règles. On met l'uniforme, mais on n'en parle plus, par exemple. Bah oui. Et je n'oublie pas que derrière l'abaya, le camis, il y a des jeunes filles et il y a des jeunes garçons à qui il faut parler comme des jeunes adultes, à qui il faut expliquer les choses. Il y a des familles aussi. Donc, ce que j'avais demandé à mes équipes, aux chefs d'établissement, à leurs adjoints, c'est d'être dans une explication de la règle pour celles et ceux, celles surtout, qui ne l'auraient pas forcément comprise et qui se seraient présentés à l'école. Est-ce que ces situations se sont en effet présentées? Ou est-ce que d'elles-mêmes, les jeunes filles l'avaient enlevé avant même de se présenter à l'entrée de l'école? Il y a un certain nombre de personnes, de jeunes filles qui se sont présentées en disant « Moi, j'avais l'habitude de porter l'abaya l'année dernière. Là, j'ai entendu la nouvelle règle, donc je ne me présente pas en abaya. » Ça s'est présenté beaucoup. Et puis ensuite, il y a des jeunes filles qui se sont présentées en abaya dans leur établissement scolaire. Hier, je crois que c'est un peu moins de 300, 298 personnes. Il y a eu ensuite toute cette phase d'explication, de pédagogie, de dialogue, et une très grande majorité se sont conformés à la règle. Et c'est ça pour moi qui est très important. Une règle, quand elle est expliquée, elle est appliquée. Vous avez des chiffres très précis, donc j'imagine que vous en avez aussi sur ceux qui ont refusé cette règle. 298 personnes, nous annoncez-vous ce matin, qui se sont présentées malgré tout en abaya hier. Combien ont accepté de l'enlever? Combien ont refusé? Je disais qu'une grande majorité avait accepté de l'enlever. Je crois que c'est 67 personnes qui n'ont pas accepté de se conformer à la règle. Elles sont rentrées chez elles. Et ensuite, dans les prochains jours, elles reviendront puisqu'elles doivent être scolarisées. Et puis, on verra si elles se sont conformées à la règle ou pas. Et sinon, il y aura un nouveau dialogue. Et c'est comme ça qu'on va continuer à avancer. Je précise, Apolline de Malherbe, que hier, pour les lycées, dans la plupart des cas, c'est essentiellement les secondes qui faisaient leur rentrée. Donc aujourd'hui, demain, il va y avoir les premières, les terminales. Il peut y avoir d'autres situations qui se présenteront, surtout pour des personnes qui étaient déjà scolarisées au lycée l'année dernière et qui donc avaient pu prendre cette habitude. Puisqu'en seconde, c'est des personnes qui étaient au collège l'an dernier. Donc évidemment, mes services vont rester mobilisés pour, encore une fois, expliquer les choses. On a envoyé dans les établissements pour lesquels on sait que ces situations se présentent des personnels formés. Les équipes valeurs de la République des rectorats. Mais c'est tellement minime. Bon, après, on n'a pas encore la rentrée des autres, les secondes, premières, etc. Mais, enfin, les terminales, etc. Je me dis, putain, l'énergie de parler de ça tous les jours pour 280 personnes, dont 64 filles qui ont été récalcitrantes. C'est une dinguerie quand même. L'énergie, les gars, vous vous rendez compte quand même? Juste pour une poignée de filles. Waouh!
des formateurs laïcité malgré ce dialogue, vous nous dites qu'il y a donc 67 jeunes filles qui ne sont pas rentrées à l'école hier, au collège. Elles auront des fiches S ou quoi, les meufs? Elles seront convoquées dans les jours qui viennent. Quelle est la procédure? Elles auront une fiche S. Elles se sont vues remettre leur emploi du temps. Elles sont rentrées chez elles. Elles se représenteront au lycée pour aller en cours. Et on verra si, entre-temps, elles se sont conformées ou pas à la règle. On leur a remis aussi une lettre que j'ai adressée moi-même, que j'ai signée moi-même à destination de leur famille pour expliquer les choses, pour expliquer que la laïcité, c'est pas une contrainte, c'est une liberté. Vous vous êtes engagé personnellement. C'est Gabriel Attal, vous avez signé ces lettres. Oui. Ces lettres sont entre leurs mains. Elles les ont rapportées à la maison. Elles les ont fait lire à leurs parents. Mais moi, je pense que ma responsabilité, c'est d'être aux côtés de mes agents et d'assumer la responsabilité de la décision que j'ai prise. Donc oui, j'ai souhaité qu'il y ait une lettre signée de ma main, celle du ministre, à destination des familles pour leur expliquer les choses. Leur expliquer que l'école, elle ne stigmatise personne, que leur enfant a sa place dans l'école de la République et que précisément, pour que chacun puisse avoir sa place dans l'école de la République, il faut que les règles soient appliquées et notamment les règles de la laïcité. Putain, il est très investi. Hein. Merci à Oza pour le sub. Attends, Gabriel Attal, il a quel âge déjà? Gabriel Attal, 34 ans. T'auras quel âge en 2027? 37 ans. T'auras 37 ans, monsieur Gabriel Attal. Il y a moyen qu'il se présente, hein. Il y a moyen qu'il se présente à la présidence de la République, celui-là. Hein. Tiens. Gabriel Attal, vous, personnellement, vous vous engagez effectivement sur ce sujet. Vous en faites quasiment un combat personnel. Ça, en fait, en tout cas, vous vous engagez, y compris jusqu'à signer de votre main ces courriers. Est-ce que ça vous coûte? C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui la cible quand vous entendez « mais on stigmatise, mais c'est islamophobe ». Est-ce que vous vous êtes senti ciblé par ces critiques? Non, moi, je fais pas... Voilà, je pense que ceux qui sont en première ligne, c'est avant tout mes équipes sur le terrain. C'est les chefs d'établissement, c'est leurs adjoints, c'est leurs équipes, c'est les enseignants qui eux-mêmes, évidemment, sont confrontés à ces situations et doivent expliquer les choses, faire de la pédagogie. Vous n'avez pas été ciblé? Non, mais je ne suis pas là pour parler de moi. Moi, encore une fois, l'important, c'est d'expliquer les choses, d'expliquer la règle et surtout d'être toujours aux côtés de mes personnels, d'être aux côtés des enseignants, d'être aux côtés de celles et ceux qui font vivre l'école et qui transmettent les valeurs de la République. Un dernier mot encore là-dessus. Vous avez une précision géographique à nous apporter? C'est-à-dire, c'est 67... D'abord, c'est 298 personnes qui se sont présentées avec un... Oula, qu'est-ce qu'elle veut dire par géographique? Elle veut dire que les récalcitrantes, c'était des meufs du 9-3 d'Île-de-France. Elle est bizarre, la question, Apolline de Malherbe. Moi, ça me plaît pas, moi. Moi, ça me plaît pas comme question, ça. Qu'est-ce que tu sous-entends, madame? Et ces 67 qui ont refusé de l'enlever, c'est où? Non, il n'y a pas de concentration spécifique sur certains territoires. Il n'y a pas de territoire particulier, c'est partout? Non, c'est plutôt dans autour de grandes agglomérations et de grandes métropoles. Mais encore une fois, il y a pu y avoir des situations dans à peu près toutes les académies l'an dernier. Vous savez, dimanche, pour préparer la rentrée... Il n'y a pas d'académie qui a été épargnée par ces questions-là? Pour préparer la rentrée dimanche, j'ai fait un point en visioconférence avec l'ensemble de mes rectrices et mes recteurs. Et on a parlé de ce qui s'était passé l'année dernière. Et dans toutes les académies, à des degrés différents. Mais ça représente combien d'établissements, les 67? C'est dans 67, c'est une par établissement ou c'est quelques établissements particuliers? Je pense, moins d'une centaine d'établissements. Voilà. Gabriel Attal, l'uniforme ou la tenue unique? Emmanuel Macron hier s'est dit favorable à des expérimentations sur la tenue unique. D'abord, c'est quoi la différence entre uniforme et tenue unique? Uniforme, c'est quand vous avez un... vêtement ad hoc qui est produit pour l'école. Tenue unique, c'est quand vous avez des règles qui sont fixées. Ça existe dans certains établissements outre-mer, notamment aux Antilles ou en Guyane. Vous avez par exemple des règles qui disent votre enfant doit venir vêtu, je donne un exemple, d'un jean et d'un t-shirt de telle couleur. Voilà. C'est le même exemple qu'a utilisé d'ailleurs le président de la République hier. Ça existe dans quelques établissements jean, outre-mer. Ça pourrait être l'idée. Moi, ce que j'ai dit sur... Et t'es fier. Mais moi, je suis pour l'uniforme, mon gars. Je suis fier, oui, je suis... Les gars, croyez pas que l'uniforme, la tenue unique, c'est une proposition d'extrême droite. Pas du tout. Les gars, quand c'était en Martinique, la Martinique était de gauche. La Guadeloupe, c'était pareil. Moi, je suis pas contre l'uniforme, mon gars. Moi, je suis pas contre. Moi, je veux l'uniforme. Il n'y a pas de problème après. Enfin, ça, il y aura toujours des problèmes à l'école, évidemment. Mais... ça va résoudre une partie des problèmes. Ce sujet-là, c'est que je ne sais pas si l'uniforme est une solution un peu miracle qui permettrait de régler les problèmes de harcèlement, d'inégalité sociale, de laïcité et autres.
Quel problème? Il vient de te citer les problèmes. Laïcité, inégalité sociale, harcèlement scolaire, etc., etc. Avec tes baskets trouées, avec ton jean troué, avec ton vêtement à 2 € du marché. On va te terminer ta mère en mode « Ah, t'as un clochard, nanani, nanana ». Vous savez très bien de quoi je parle quand je veux proposer l'uniforme à l'école. On sait très bien que c'est pour les inégalités sociales, mesdames et messieurs. Arrêtez, s'il vous plaît, quoi. C'est naïf de penser que l'uniforme est le remède à tous les problèmes IMO. Espèce de crétin. Je viens de te dire que l'uniforme, c'est pas la solution à tous les problèmes. Je l'ai dit il y a 30 secondes. Eh ben, tu vas prendre 30 mois de ban. C'est bon ou pas? C'est pas possible, ça. Putain, merde, quoi. Merci pour le sub, Gonzo. Je sais. Jure, c'est que c'est un débat qui est présent dans le pays depuis un certain temps. Et moi, je pense qu'un débat, il faut toujours le faire progresser. Là encore, je précise d'ailleurs que votre prédécesseur n'y était pas favorable. Là aussi, c'est un changement de doctrine. Bon. En tout cas, moi, je suis comptable encore une fois de ma ligne. Je pense que ce qui permet de faire progresser un débat, c'est de passer par des expérimentations, de tester les choses et de regarder ensuite si ça a Après, les gars, on va... Ouais. Moi, je pense, pour l'uniforme, c'est une bonne idée. Au lieu d'insulter les fringues, on va insulter ta mère. C'est toujours plus efficace, non? Ouais, ton t-shirt troué, tu l'as acheté à Decathlon, tu l'as acheté au marché. Là, il porte un uniforme. On passe au next level. L'harcèlement va continuer en insultant les darons. C'est simple. Voilà. Voilà, on passe à autre chose. Next level, quoi. Impact ou pas. Simple. Et donc, ce que j'ai annoncé, c'est que il y a un certain nombre d'élus ou d'établissements qui ont manifesté ces dernières semaines leur souhait de pouvoir expérimenter l'uniforme ou la tenue scolaire unique. Je les invite à se rapprocher de mes services. Il y a un certain nombre. Vous avez d'ailleurs eu au téléphone Éric Ciotti qui a dit qu'il y était favorable. Vous avez eu peut-être aussi Robert Ménard, non? Non, je l'ai pas eu. Parce que lui, il s'est dit très vite favorable pour Béziers. Et il y a Martine Vassal, la présidente du département des Bouches-du-Rhône, qui demande à ce qu'éventuellement son département puisse être un département pilote. Il y a aussi des maires d'autres communes en France qui se sont déjà... des gens de droite, hein. Non, mais je pense pas qu'il y ait que des gens... faut tester les mecs, hein, faut tester. Enfin, là, en l'occurrence, ceux-là sont tous étiquetés à droite. Il y a un certain nombre de maires qui se sont déjà manifestés auprès de mes services. Donc moi, ce que je dis, manifestez-vous auprès de mes services. Et ensuite, à l'automne, je présenterai des modalités et un calendrier d'expérimentation dans un certain nombre d'établissements. Il faut qu'on se fixe un calendrier, il faut qu'on fixe aussi une méthode d'évaluation. C'est très important quand on expérimente d'être d'accord sur la manière dont on va évaluer les effets de l'expérimentation pour se poser ensuite la question de savoir si on génère. Et ça reste la question aussi de qui paye. C'est-à-dire que si c'est jean, t-shirt, bah c'est les parents. Si c'est uniforme, ça peut aussi être avec l'aide de l'établissement ou de l'éducation nationale. C'est pour ça que je pense qu'il faut tester différentes organisations et regarder ce qui fonctionne ou pas. Jean, t-shirt, ça pourrait être pour garçons et filles? Encore une fois, moi, je préempte pas l'expérimentation qui sera faite. Je pense qu'on peut tester un certain nombre de solutions. Quand je vous pose la question, quand je vous dis que votre prédécesseur n'était pas favorable, c'est pas pour dire que vous êtes différent, c'est pour poser la question de la colonne vertébrale du président de la République. Par ailleurs, c'est ça qui m'intéresse. Je pense que c'est un sujet sur l'uniforme. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont partagées. Moi-même, à titre personnel, j'avoue être partagé sur cette question. Donc moi, je suis favorable à l'expérimentation. Et j'y suis favorable notamment parce que je pense que ça me permettra et nous permettra aussi, pour un certain nombre, de nous forger une opinion. Le choc des savoirs, c'est quoi? Ça sert à rien, l'uniforme d'Ofla. Proposition inutile. Les gars, de toute façon, vous n'êtes jamais contents. Les gars, le stream, c'est fait pour débattre. Si vous n'êtes pas contents, c'est pas grave. Si vous êtes contre l'uniforme, et moi je suis pour, c'est pas grave les gars, merliche. Vous avez beau me dire, ouais, argumentation, nanani, nanana, Dofla, ça sert à rien, chef, nanani, nanana, ça se passe bien en Martinique. Non, je dis pas que ça se passe bien. Je dis que ça peut réduire les inégalités sociales, ça peut le réduire. Mais évidemment les gars, les gens qui continuent à harceler vont pas vanner les gens sur les vêtements, mais ils vont trouver une autre manière d'harceler. L'harcèlement, c'est un renouvellement perpétuel les gars. On a vu maintenant avec le cyberharcèlement, avec la multiplication des réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. Donc ça va tout le temps se renouveler. Mais si on ne teste pas l'arrivée de l'uniforme en France avec justement ces expérimentations, si on n'essaie pas, on peut pas savoir. Ça sert à rien de dire non, et après c'est emballé, ça à la poubelle. Non, il faut le tester, et après on va voir. C'est ça que je suis en train de vous dire, les gars. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais quand même, les gars, s'il vous plaît. Le choc des savoirs, c'est dire que on a besoin de renforcer dans notre pays ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux. Les savoirs fondamentaux, c'est les savoirs qui permettent tous les autres. C'est le français et les mathématiques. Si vous ne maîtrisez pas la lecture, l'écriture, vous aurez du mal en histoire, géographie ou dans d'autres matières. Si vous ne maîtrisez pas les mathématiques, si vous ne savez pas compter, vous aurez du mal en physique, chimie et dans d'autres matières. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Un élève sur 3 qui rentre
en 6e ne maîtrise pas pleinement les fondamentaux. Un élève sur 3 qui rentre en 6e a des difficultés de lecture, d'écriture ou de calcul. Et donc oui, j'ai... Alors moi j'avais des problèmes uniquement en mathématiques, mais en français je savais lire, écrire, nanani, nanana. Peut-être que c'est votre cas les mecs qui ont mon âge, hein. Mais comment l'école a pu se dégrader comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui le bouffon de ministre qui a fait que l'école s'est totalement dégradée? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace? Dit que je voulais un choc des savoirs fondamentaux, c'est-à-dire mettre le paquet, renforcer notre action sur ces savoirs fondamentaux, notamment en primaire. Il y a cette tribune signée aujourd'hui dans le journal Le Monde par un grand nombre... Non, je dirais pas, les gars, je dirais pas que c'est sous Macron quand même. Je dirais que c'est avant Macron quand même, depuis peut-être François Hollande. Parce que tu sais, t'as l'Organisation mondiale de l'éducation, je sais pas quoi, pour montrer, pour comparer les pays, le niveau d'études, le niveau de maîtrise sur les mathématiques et le français. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a complètement cassé notre modèle éducatif, qui fait qu'on est... Enfin, moi je dis pas on, enfin peut-être moi je m'inclus... Non, moi je m'inclus pas dedans parce que je pense que les gens qui avaient mon âge, je pense qu'on savait au minimum lire, écrire, compter. Moi, je sais lire, écrire, compter, les gars. Vraiment, je sais lire, écrire, compter. Mais quand tu vois des personnes... Attendez, mais attends. Il y a un mème incroyable sur ça. Il y a un mème qui est récent sur ça. Est-ce que je peux retrouver le tweet ou pas? Le tweet, il est où? Il est là, le tweet. Je l'ai retrouvé. Attendez. Je suis désolé, les gars. Ça, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Petit ours, il se cache juste à côté de son papa. Ah, il y a du travail, hein. Il y a du travail, hein. Ça, c'est pas moi, ça. Ça, à mon époque, on savait tous lire. On savait tous lire, frère. À part les dyslexiques, on savait tous lire. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Nombre de personnalités. Il y a Jamel Debbouze, il y a Agnès Jaoui, il y a des acteurs qui disent attention, nos enfants ne savent plus lire et ne savent plus écrire au sens enchaîné des mots avec une réflexion. Oui. Ils vous alertent, ils vous demandent notamment qu'il y ait une demi-heure d'écriture par jour pour les enfants. Est-ce que vous y êtes favorable? Alors d'abord, moi je suis évidemment favorable à ce qu'on renforce l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en primaire. Je vous le disais, qu'est-ce qu'on fait en cette rentrée? D'abord, on a un nouveau plan de formation pour les institutrices, les instituteurs en maternelle, pour l'initiation à la lecture et à l'écriture. Ça veut dire initier. C'est des petits dosés. Mais t'es con, quoi? Comment ça, c'est des petits dosés? Mon gars, les gars, il faut redresser le niveau. S'il faut serrer les vis, s'il faut faire des trucs drastiques pour que la France, l'éducation nationale se redresse, il faut de la drasticité. Attendez 2 secondes. Drasticité. Genre, le mot, il existe. Non. Le mot, il existe. Non. Le mot existe. Ah, ça, c'est drasticité. Je l'ai prononcé en 6e. Toi, t'étais où? Dans les couilles de ton père. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Avant le CP, hein? Exactement. Donner les premières bases qui vont permettre ensuite au CP d'apprendre. Ensuite, au CP, ce qu'on dit, c'est qu'il faut au moins 2 heures par jour d'activité autour de la lecture. Ce qu'on dit ensuite, c'est qu'en CM1 et en CM2, il faudra qu'il y ait chaque semaine 2 textes longs, autour de 1000 mots, qui seront lus chaque semaine, au moins par les élèves. Et on va continuer à renforcer ces actions, encore une fois, en faveur de la lecture et de l'écriture. Donc ils ont tout à fait raison de faire cette tribune. D'ailleurs, je les mobiliserai, comme ils sont engagés sur cette question-là, pour qu'ils puissent eux aussi se faire les ambassadeurs de cette question-là. Vous dites qu'un Jamel Debbouze, par exemple, s'il peut s'adresser directement aux élèves, bien sûr, tant qu'à faire, dans les établissements scolaires. Et d'ailleurs, parce que je le disais à l'instant, on a encore aujourd'hui au collège beaucoup d'élèves qui ne maîtrisent pas ces fondamentaux. Je pense que c'est important de pouvoir aussi... Non, ça, la lecture, c'est useless. Go, focus sur les chiffres. Moi, je pense, les gars... Moi, je vais vous annoncer un truc qui va peut-être vous dire que je suis hors sujet, mais moi, je pense que je ne suis pas hors sujet. Moi, je pense, les gars, que la littérature, ça aide à gérer des meufs. Voilà, je le dis, ça aide à gérer des meufs. Voilà, je le dis. Quand t'as des connaissances culturelles comme ça, en lisant des livres, en lisant des articles, tu peux mieux échanger avec des meufs. T'as plus de culture. Est-ce que tu penses que pour gérer des meufs, la meuf elle va te dire, est-ce que tu vas échanger avec le théorème de Pythagore, théorème de Thalès, équation du second degré? Nique ta mère. Nous, on veut parler, on veut maîtriser la langue de Molière. Qu'est-ce que tu nous fais chier avec les mathématiques? Gros? T'es bête ou quoi? Chef? Oh.
Dofla, arrête de balancer nos secret pics. Ah, je suis désolé, les gars. Là, je vais te balancer la secret pic parce que les gens, ils sous-estiment trop la puissance de la littérature. Mesdames et messieurs, lisez, bordel. Lisez. Il y a un excellent livre pour commencer et débuter la lecture. Ça s'appelle... C'est un mec, il a un chapeau de paille et un fruit du démon. Je sais plus comment s'appelle le livre, mais c'est une encyclopédie. Putain de merde, quoi. Lisez, merde, quoi. Il y a aussi cette question du numérique. Est-ce que c'est pas un gadget dont aujourd'hui on s'aperçoit qu'il a éloigné les enfants de la lecture? Je pense à l'exemple de la Suède. La Suède qui fait machine arrière, qui remet des bons vieux manuels scolaires parce qu'elle dit que finalement, derrière le côté ludique de l'écran, on les a éloignés de la lecture à proprement parler. Est-ce que vous vous dites, bah tiens, c'est un exemple peut-être dont il faut s'inspirer ou en tout cas c'est une alerte à prendre en compte? Moi, je pense que le numérique, il est utile dès lors qu'il est au service de la transmission et de la pédagogie. Pour moi, c'est pas un outil, enfin, c'est un outil, mais qui doit être toujours au service de la transmission. Et donc, à chaque fois qu'on développe des initiatives en lien avec le numérique, on doit toujours se poser la question, est-ce que ça permet de renforcer l'apprentissage des fondamentaux, la transmission en direction des élèves? Il y a une stratégie sur le numérique éducatif qui avait été bâtie par mon prédécesseur au début de l'année 2023. J'ai souhaité, avec mes équipes, réinterroger sa stratégie. On va regarder si on fait évoluer certaines choses. Mais en tout cas, moi, ma priorité, c'est ça. On arrive pour TPMP, les gars, vous inquiétez pas. De savoir ce qui est le plus utile pour on termine ça et on va sur TPMP. Le harcèlement à l'école. Il y a cette décision de pouvoir bannir des réseaux sociaux un enfant qui serait harceleur. Attends, quoi? Le numérique? Oh, je suis déban, cœur, cœur, cœur. Love, Dofla, voilà, je suis déban, carré ER. Le numérique a tué et perverti la société. Tu vois? Vous voyez, les fautes d'orthographe. J'ai envie de te ban. Tu vois, j'ai envie de te ban. J'ai envie de te ban. Juste pour ça. Je t'aurais permaban si t'avais mis société ER. Voilà, je t'aurais permaban si t'avais mis société ER. C'est une dinguerie, frère. Comment ça, là, le numérique a tué ER? Vous voyez pourquoi, les gars, faut pas sous-estimer la littérature? Vous voyez pourquoi? Vous voyez pourquoi, les gars, ou pas? CSC? Comment ça, CSC? Attends, comment ça, CSC? Depuis tout à l'heure, je donne des tips pour la littérature parce que je suis engagé dans ça et vous me dites CSC. Fais gaffe à toi, hein. Arrête de dire voilà. Je vais dire voilà, tu vas faire quoi? Eh ouais, c'est ça la force d'Internet, mon gars. Tu vas faire quoi? T'es derrière un écran. Je suis derrière un écran. Dis-moi ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas faire? J'arrête pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, moi j'attends. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon? On peut continuer? Il est fou, lui. Il est fou. Soit-le. Non, les gars, ouais, je me souhaitais pas, wesh. Attendez. Non, les gars, me souhaitez pas. Comment ça, me souhaiter? Arrêtez. Me souhaitez pas, vous êtes fous, quoi. Il y a aussi l'option de les renvoyer des établissements. Vous allez rencontrer la famille de l'INSEE, je crois. Oui, absolument. Encore? Ouais, l'INSEE à l'ancienne. Demain. Oui, j'ai déjà rencontré la maman de l'INSEE et Maëlys, qui était la meilleure amie de l'INSEE, qui elle-même a fait l'objet et a été victime de harcèlement à la suite du drame tragique qui s'est noué avec le suicide de l'INSEE. Et je pense que c'est très important de tirer toujours les enseignements de ces drames. Mais très concrètement, quand on dit par exemple que l'on va bannir un enfant des réseaux sociaux, qui va vérifier? Comment? Est-ce que vous allez les priver de téléphone portable? Est-ce que vous allez être derrière chaque pseudo qu'il va pouvoir prendre pour renaître de ses cendres? Comment vous allez faire? On aura besoin des plateformes. D'ailleurs, je vais les convoquer à mon ministère pour travailler avec elles sur cette question. C'est une mesure qui figure dans le projet de loi sur le numérique qui est porté par mon collègue Jean-Noël Barrot. Donc on va préciser tout le processus pour lequel on pourra arriver à cette peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux pour une durée de 6 mois à 1 an, notamment quand il y a du harcèlement, quand il y a des deepfakes, quand il y a du revenge porn. On sait que c'est un vrai problème aussi. Oh, revenge porn. Souvent des jeunes garçons qui demandent à des jeunes filles des photos dénudées qui ensuite les font circuler sur les réseaux sociaux, ce qui produit là aussi des drames. Bref, on sait que le numérique a une place aujourd'hui majeure dans le harcèlement et dans ce que subissent beaucoup d'élèves. Donc on doit toujours continuer à renforcer nos actions en la matière. Moi, je crois... J'ai voulu t'attraper en lisant tes tweets, mais tu es irréprochable. Moi, les gars, j'ai jamais eu de casserole bizarre sur les tweets. Genre sur Twitter. J'ai jamais dit le B-word, le C-word, le N-word. Moi, moi, les gars...
Moi, je suis clean, mon gars. Moi, y a rien, frère. C'est beaucoup à la prévention. Il y a les mesures répressives. Ah, tu parles de l'orthographe. Ah, l'orthographe. Je pense que l'école, elle a aussi un rôle en matière de prévention. En matière de prévention sur une culture de l'empathie à l'école. En matière de prévention aussi sur les comportements de harcèlement qu'on peut repérer en matière de signaux faibles très tôt. Il faut qu'on développe vraiment cette culture-là à l'école. Vous en ferez une priorité? Ah ben c'est ma priorité absolue, oui, évidemment. C'est insupportable d'avoir des élèves, et quand vous écoutez les témoignages, qui sont maltraités à l'école. Et c'est des élèves ensuite qui peuvent se retrouver en échec scolaire, parce que évidemment, quand vous êtes harcelé à l'école, quand vous êtes maltraité à l'école, vous ne pouvez pas apprendre dans de bonnes conditions. Bah ouais. C'est profondément injuste. Et les harceleurs, ils seront renvoyés, j'allais dire, jusqu'où? C'est-à-dire que s'ils sont renvoyés, ça veut dire qu'on va les déplacer d'une école à une autre? Ça veut dire qu'ils vont arriver dans une autre école avec peut-être d'autres cibles? Vous faites référence à une règle qui est issue d'un décret que j'ai signé cet été, où effectivement, on dit désormais que c'est à l'élève harceleur de changer d'établissement et non à sa victime. On comprend parfaitement. Et évidemment, ça paraît presque une évidence. Sauf que si on tire le fil malgré tout, ça veut dire que vous allez déplacer le problème et que vous allez potentiellement mettre ces enfants harceleurs face à d'autres enfants, face à de nouveaux camarades. Je n'en suis pas certain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura besoin d'un vrai suivi. Pourquoi j'en suis pas certain? D'abord parce qu'il y aura un suivi, y compris dans l'établissement nouveau. Ensuite, parce qu'on sait que c'est des phénomènes, et ça les experts le disent, qui peuvent souvent être des phénomènes de meute. Vous avez un élève qui est harceleur, mais qui n'est jamais seul, quoi. Le fait dans un contexte, dans un environnement où il peut être encouragé, soutenu par d'autres élèves. Donc, bah ouais, voilà, c'est ça. Isoler le harceleur, l'élément perturbateur en le changeant d'établissement, ça peut être une solution. Mais c'est pas la seule. Moi, je veux qu'on aille beaucoup plus loin. On aille beaucoup plus loin sur la formation d'un certain nombre de référents dans les établissements. On a développé le programme phare qui fonctionne très bien. Et sur on des développe dans réactions les lycées à partir de cette année. Beaucoup plus rapides. Pourquoi vous, Gabriel Attal? Pourquoi vous maintenant? Pourquoi vous maintenant, ministre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, parce qu'on sait que ça fait quand même très longtemps que vous auriez espéré ce job, pourquoi maintenant? Ça, faut poser la question au Comment vous l'avez président convaincu et à la première ministre. Moi, c'est des questions, les questions quoi, d'éducation qui me passionnent. Quand on s'engage en politique, je crois qu'on le fait quand même pour chercher à bâtir une société meilleure. Et quelle meilleure manière que de bâtir une meilleure société que d'investir sur l'école? Parce que la réalité, c'est que ce qui permet de réduire les inégalités de destin, ce qui permet d'assurer l'égalité des chances, c'est quand même l'école de la République. Donc j'ai travaillé sur ces questions d'éducation en tant que député dès 2017, quand j'ai été élu. J'étais secrétaire d'État au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse entre 2018 et 2020. Il a un passif quand même du haut de ses 34 ans. Et donc oui, c'est des sujets qui me passionnent et qui m'animent en tant que responsable politique, mais aussi en tant que citoyen. Et donc c'est une chance immense aujourd'hui d'occuper ces responsabilités. Gabriel Attal, on l'aura bien compris, nouveau ministre de l'Éducation nationale. Merci d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir donné... Ok. Merci Gabriel Attal.